Alors on a pris un petit peu de la hauteur puisque nous sommes à la Combe Grethe qui est vers Villeray, Saint-Imier, mais il y a des millions d'années de ça, je vous présenterai cette émission avec les pieds dans l'eau, avec plein de coquillages autour de moi, avec plein de choses peut-être un petit peu bizarres, sait-on jamais. Une personne qui n'est pas bizarre, c'est notre invité, il s'agit de Jörg Offrand, il est géologue, vous êtes spécialiste de la cartographie du Jura géographique, vous avez décrit le Chasseral, le lac de Bienne, Buren, dans l'Atlas géologique de la Suisse, et maintenant on se retrouve ici, comme je l'ai dit, c'était une fois plat, ici il y avait de l'eau et il y avait surtout passablement de choses que l'on voit ici. On va essayer un petit peu de condenser ces millions d'années qui nous séparent de tout ceci. Alors, si brièvement, on devait commencer un petit peu par ceci. Quelle période et qu'est-ce que c'est? Ces fossiles représentent de bas en haut la période du Jurassique qui durait de moins 200 millions d'années jusqu'à environ moins 145 millions. Commençons par la Gryphea arcuata, une huître extrêmement robuste, une coque très dure. Ici, un exemplaire isolé. Et ensuite, les années se sont passées et on a trouvé après d'autres spécimens de fossiles. On arrive ici au Jurassique moyen, à partir d'environ 180, moins 180 années, jusqu'à 160. Il y a un seul représentant, c'est le Macrocephalus, Lites macrocephalus, une ammonite très importante comme fossile pour la chronologie. D'accord. Ensuite, il y a des couches supplémentaires qui se sont rajoutées, ce qui a permis aussi de trouver d'autres choses, bien sûr. On arrive ici et il manque même la base au Jurassique supérieur qui comporte les années 160 jusqu'à 185, bien sûr, avant nous. D'accord. Les couches d'Effingen, ce sont les grandes mornes qu'utilisent les cimenteries, exemple Röschnet. Ensuite, on a ici des polypiers fossiles, coraux, récifs de coralligènes, avec un exemplaire récent de la mer Rouge. Et puis un exemple pour un calcaire à algues. On voit ici des nodules d'algues, des encroûtements par algues d'un centre dur, disons d'un morceau de coquillage ou de coraux. Jusqu'ici, c'est quelque chose que l'on ne va pas pouvoir bien distinguer si on vient à la Combe Grethe. Par contre, ceci, oui, ça on va pouvoir le voir après. Les couches jusqu'ici ne sont pas visibles depuis ici haut, mais ici on a le calcaire en ériné. C'est un calcaire principalement composé par ces escargots en forme de pive jusqu'à 15 cm qui correspondent ou qui témoignent un milieu de dépôt extrêmement salin, hyper salin. Ça correspond au banc final de la formation de Röschnet, dont on parlera encore. Peu en dessus, il y a la morne à virgula, une morne un peu brunâtre par la concentration de fer oxydé qui contient beaucoup de petites huîtres jusqu'à 10, 12, 15 mm. Ça correspond à un régime un peu sous l'influence terrestre, un apport de morne et de fer oxydé. D'accord. Si on résume, ici on voit à peu près 50 millions d'années sur environ 1000 mètres de profondeur, je dirais. Alors, monsieur Offrand, moi je propose qu'on aille un petit peu voir à quoi ça correspond si on se dirige maintenant vraiment vers la Combe Grethe, puisqu'on a ces fameuses différentes couches que l'on voit. Comment se sont formées ces couches tout au long de ces années? On a dit qu'on se trouve dans une mer riche en calcaire dissous, une mer tropique, et la majeure partie de ces couches naît par la précipitation chimique directe. Les couches qui sont plutôt un peu reculantes dans la pente, qui sont donc moins résistantes, contiennent de l'argile. Le mélange d'argile avec du calcaire est défini comme une morne. Si cette morne est très argileuse, elle est plus molle. Si elle est plutôt calcaire, elle est plus résistante. Donc on a tout partout des traces jaunes entre les gros bancs qui correspondent à ces rubans morneux.
Alors, monsieur Offrand, c'est vrai que maintenant, on voit ces différentes couches, on voit un monticule, mais c'était plat hein, ici avant. Alors, comment tout ceci s'est plissé? Je propose qu'on se dirige peut-être vers les cartes qui seront peut-être un petit peu plus explicatives pour savoir justement quels ont été les effets, quand ça a été fait, etc. Alors, si je peux vous demander de nous expliquer peut-être succinctement par rapport à ces cartes. Alors, les dépôts marins au début étaient horizontaux pendant très très longtemps. Et beaucoup plus tard, par une dernière secousse cinétique depuis les Alpes, depuis la région du Simplon, une poussée horizontale en direction de nord-ouest a transporté la pile jurassienne qui mesure environ 1500 mètres sur une couche d'évaporite, soit du gypse ou du sel en partie vers nord-ouest. Et il y a combien de temps de ça et puis ça a pris combien de temps? Ça a pris environ 1 million d'années et ça fait entre 11 et moins 3 millions d'années avant nous. D'accord, donc c'est même assez récent sur l'échelle de toute cette géologie. C'est assez récent sur toute l'échelle, oui. D'accord, donc ici on voit justement cette carte, ces différentes couches avec ces différentes couleurs. Donc c'est vrai que c'est des cartes quand même assez spécialisées pour des géologues. Pourquoi est-ce qu'on utilise de telles cartes finalement? Ces cartes servent à toutes sortes de planifications modernes. Planification de dépôts de déchets, prospection d'eau, production de cartes de dangers naturels, etc., etc. Très bien. Donc, en tous les cas, on voit qu'il y a quand même toujours un petit peu de mouvement dans toute cette région. Un grand merci, Jörg Offrand, pour ces explications extrêmement intéressantes. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous demain. Enfin, on vous donne rendez-vous demain dans le cadre de Info été. On va aller au bord du lac de Bienne, puisque là, eh bien, on va voir comment les glaciers ont transformé le paysage de la région au cours des 2 dernières glaciations. À bientôt.